Bonjour Elisabeth Badinter. Bonjour. Bonjour Robert Badinter. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Paris, tout près du Jardin du Luxembourg, dans votre bureau, Monsieur Badinter. Les étudiants de l'Institut d'études politiques de Rennes vous regardent en ce moment même. La remise des diplômes va se tenir dans quelques minutes. Et comme le veut la tradition, notre promotion a été baptisée et ce sont vos deux noms qui ont recueilli le plus de votes. Pour vous, que signifie une telle distinction de vous associer comme ça pour un nom de promo? J'aime ça. J'aime être associée à Robert, d'autant qu'on ne le fait jamais. Et c'est strictement pour des écoles maternelles jusqu'à universitaires. Je suis très contente de cette association que pourtant on ne poursuit pas du tout dans la vie professionnelle. Voilà. Donc moi, très bien. Et toi? Même déclaration, grand plaisir. Et d'autant plus que, comme Elisabeth est infiniment éloquente, quand nous inaugurons les écoles, c'est elle qui parle, et moi je suis dans le bonheur. Donc je suis doublement heureux. Non, moi j'ajouterais simplement quelque chose. Je pense que c'est un grand privilège de vivre aux côtés de quelqu'un avec qui on peut tout partager et qui est toujours présent dans les luttes, bien sûr dans les moments de bonheur, mais dans les luttes et dans les épreuves. C'est oui, c'est une grande chance. Donc, je remercie Elisabeth. Voilà. Elisabeth rougit. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonsoir, il était 3h30 cet après-midi quand le garde des Sceaux, Robert Badinter, a donc prononcé cette phrase qui rejoindra sans doute les grands moments, les grands débats des élus du peuple. Qu'on soit pour ou contre la peine de mort... Nul doute que le combat de Robert pour la peine de mort et le fait qu'il soit avocat et qu'il soit passionné par les problèmes de justice, c'est rentré dans ma vie comme un boomerang. Parce que je n'avais pas beaucoup d'idées à 20 ans sur tous ces problèmes. Et ça a donc fondamentalement changé ma vie, ou m'a ouvert des horizons. Et je dois dire que ça a été une grande, grande chance pour moi de partager ces combats-là. Le seul procès qui convenait, c'était le procès de la peine de mort. On peut tuer quelqu'un, aussi criminel soit-il. Dans une société comme la nôtre, il est tellement important aujourd'hui d'affirmer, même si c'est très difficile, quelques valeurs sacrées. Et la vie, c'est la valeur sacrée par définition. Ces combats-là, en cour d'assises, quand vous portez la responsabilité de celui que vous défendez, de sa vie, parce que je savais que si les choses tournaient mal, ça serait la guillotine dans la cour de la santé. Donc ce sont des épreuves qu'on ne peut même pas imaginer de notre temps. Les nuits qui précèdent le moment final, le moment où l'avocat général va requérir la partie civile de son côté, il va falloir trouver les mots pour sauver un homme, car c'était exactement cela. Je me souviendrai toujours d'entendre respirer à côté de moi calmement Elisabeth était pour moi un facteur d'apaisement inouï. Je garde cette impression d'un combat solitaire, même si d'autres gens se sont battus contre la peine de mort, et en même temps d'une haine contre laquelle on ne peut rien. Une manifestation de 2000 policiers environ s'est dirigée vers le ministère de la Justice. Oui, je crois qu'on peut changer. Je crois qu'on peut changer les cours des choses, je crois qu'on peut changer les mentalités. Je pense qu'on peut mener jusqu'à la victoire un combat difficile. Je n'hésite pas à le dire à propos de l'abolition de la peine de mort. Mais ça requiert, de la part de ceux qui soutiennent la bonne cause, deux conditions. La première, une conviction absolue, jamais céder un pouce sur l'essentiel. Et la deuxième,
savoir faire face à l'impopularité. Mais pas imaginer ce que c'est que de vivre dans un climat de haine, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et être deux pour affronter la haine, c'est une grande force et un grand privilège. Quel souvenir gardez-vous de vos années d'étudiant et d'étudiante? Un excellent souvenir. J'ai adoré être étudiante. J'aurais pu rester étudiante encore 10 ans avec plaisir. J'aurais pu faire d'autres études. J'avais commencé par la sociologie, après la psychologie, ensuite la philosophie, puis l'agrégation de philosophie. Et ce sont pour moi des années de complet bonheur. Pourquoi? Parce que à cet âge-là, on est libre. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai adoré ça. Les études, j'ai adoré ça. Des études, ce que j'ai le plus aimé, c'est la conférence d'agrégation. Donc c'est longtemps après. J'avais déjà accompli la plus grande partie de mes études, je faisais le doctorat, etc. Et puis j'étais devenu avocat. Et ma passion à moi, c'était d'enseigner. J'avais toujours voulu être professeur de droit. Et je me suis mis durement à la préparation du concours. Et si j'évoque ça, c'est parce que le hasard a fait que j'ai préparé ce concours, comme on le faisait à cette époque-là en équipe. Nous étions 5 et les 4 autres étaient rennais. Donc je disais en riant, je joue, moi, ailier gauche, dans l'équipe de Rennes. Et nous avons d'ailleurs été tous les 5 reçus. J'étais très content de célébrer ça, à Rennes d'ailleurs, dans une folle nuit. Donc je me suis présenté à l'agrégation sur le tard. Sur le tard, j'avais passé la trentaine et je n'ai pas été déçu. De toutes les activités que j'ai exercées, je suis une vieille valise avec bien des étiquettes maintenant, celle que j'ai préférée, c'était l'enseignement. J'ai adoré enseigner. J'ai enseigné 5 ans dans un lycée, pour une terminale de philosophie, dans la banlieue Est, et j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé mes élèves, que ce soit dans un lycée ou que ce soit ensuite à Polytechnique où je suis restée 25 ou 26 ans à diriger les séminaires. Ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté énormément sur 2 points de vue. Intellectuellement, c'était très important. Et quand je dirigeais un séminaire à l'école Polytechnique, j'ai eu la chance d'avoir des étudiants qui étaient des étudiants très sympathiques, toujours. Donc, c'est intellectuellement très important, mais affectivement aussi. Alors justement, imaginons que vous ayez de nouveau une vingtaine d'années, comme les personnes qui vous regardent en ce moment. Quelle serait pour vous une des causes qui mériterait que l'on se batte pour elle, que l'on dépense son énergie à défendre? J'aurais tendance à répondre que j'espère que les nouvelles générations vont se battre pour l'égalité des sexes. Je sais que c'est compliqué. Je voudrais que la nouvelle génération continue. Et il y a une chose, je voudrais que les jeunes filles continuent à se battre pour leur liberté. Et j'ai l'impression que ce combat-là n'est pas mené avec suffisamment de force en ce moment par les nouvelles générations. Bon, c'est un des combats parce que c'est celui-là sur lequel je travaille le plus. Mais voilà, ce sont des combats pour l'égalité entre les êtres humains. Tout cela m'interpelle. Oh, vous ne manquerez pas de combats dans la nouvelle génération, pas plus que nous n'en avons manqué. Ils sont là, soyez sans crainte. La justice, elle est multiple. Et l'injustice, elle est partout. Et vous la trouvez, et vous la combattez. C'est vrai pour la France. Ça n'est pas vrai que pour la France. Et aujourd'hui, à l'heure des communications immédiates, tous les combats revêtent une dimension universelle. Une vie sauvée, un condamné à mort sauvé de l'exécution, c'est toujours une grande victoire. Est-ce que la personne que vous étiez à 23, 24 ans aurait aimé devenir ce que vous êtes? En ce qui me concerne, 23, 24 ans, âge effervescent, est-ce que je considère que je peux regarder sans rougir le jeune homme que j'étais? J'étais un jeune avocat à cette époque-là,
je finissais mon doctorat. Oui. Mais il faut saisir sa chance. Et je voudrais dire aux étudiants et étudiantes qui peuvent nous écouter, il faut s'accrocher. Voilà. Et c'est pas grave de perdre une année ou deux. C'est pas grave. Parce que toute votre vie peut en dépendre. Et voilà. Donc, c'est pénible, mais c'est pas grave. C'est ça que je voudrais leur dire. Et leur dire aussi que les échecs vous apportent beaucoup plus que les succès. Le succès, on trouve toujours ça normal. Les échecs, on trouve jamais ça normal. Et ça vous force à réfléchir. Et c'est très important. Alors le sujet Condorcet est un sujet extrêmement dense pour que Elisabeth et Robert Badinter s'y soient mis à deux pour écrire ce livre. Oui, puis en plus ça demandait, si vous voulez, des connaissances différentes. Et moi je me suis occupée de la partie intellectuelle avant la Révolution française, et Robert a fait la partie politique. Et moi j'aurais pas pu faire la partie politique toute seule. Après avoir parlé de votre passé, on va parler du futur. Quels sont vos projets d'avenir, et voire même vos projets d'avenir en commun? Parce que vous avez créé déjà un livre en commun, est-ce qu'il y aurait d'autres projets de ce genre? Alors, en ce qui concerne les projets en commun, on rêve d'écrire une nouvelle fois un livre ensemble, d'autant que c'était une expérience extrêmement positive, extrêmement amusante, intéressante, on a beaucoup ri. Le problème, c'est qu'il faut trouver le sujet qui nous est commun. On ne l'a pas encore trouvé, mais si ça pouvait se faire, ça serait un vrai plaisir. D'autant qu'il y a des périodes assez comiques, c'est que Robert écrit beaucoup plus que moi, et au moment terminal, etc., on n'arrête pas de faire sauter tout ce qu'il écrit. Tu te souviens? On dit, ah non, c'est trop, ah non, c'est pas possible. Moi j'écris à l'économie. Et alors, d'un truc qui est comme ça, on jette tout ça. Non, non, ça c'est inutile. Ce qui fait que le Condorcet, si on l'avait gardé tel quel, il aurait été 2 fois plus épais. En ce qui concerne mes projets personnels, je suis repartie pour un bon moment dans le XVIIIe siècle, avec un projet énormissime et qui appelle beaucoup de recherche dans les archives. Donc, c'est tout ce que j'aime. La recherche, je dis toujours, enseigner, c'est donner, et faire de la recherche, c'est recevoir. En ce qui me concerne mes projets, j'en ai un actuel, très original, sans pareil, qui surprend toujours quand je l'évoque, mais maintenant il a pris suffisamment corps pour que j'en parle. J'écris un livret d'opéra. Je travaille avec un compositeur que j'aime beaucoup, Escaïche, et Olivier Py, le metteur en scène, sur un opéra qui sera créé à Lyon l'année prochaine, je pense. En principe, la date est déjà fixée. Voilà. Et ça, c'est original. Il y a eu, je crois, 492 gardes des Sceaux depuis l'origine de la France. J'ai vérifié, aucun n'a fait un opéra. Donc, sur ce point, je suis assuré de me distinguer de l'immense lignée de mes prédécesseurs et peut-être de successeurs, quoique je peux espérer que l'un d'entre eux fera à son tour un opéra. Votre nom et vos 2 prénoms sont maintenant liés à cette promotion de l'IEP de Rennes. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à ces étudiants qui vous ont choisi? Un mot. Battez-vous. Vous allez devenir des adultes dans une vie professionnelle à une époque extrêmement difficile. Ne vous découragez pas. Battez-vous. Vous avez fait des bonnes études. Bon, mais ne croyez pas que ça va venir tout seul, vous le savez déjà, battez-vous, ne cédez pas. Moi, ce sera en effet un mot, merci. Il n'y a rien qui soit pour un vieux professeur et un homme arrivé à mon âge de plus précieux, mais vraiment rien de plus précieux qu'un témoignage, un signe de la part de la jeunesse. Et toute promotion qui a pris notre nom a toujours été, à mes yeux, un bonheur. Et de cela, je tiens à remercier les étudiants de Sciences Po Rennes. That's how he works. That's how the good Lord, he works.